Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à cette web radio du 27 mars qui, ma foi, le sujet, nous l'avons choisi exactement dans le bon moment, puisque c'est le moment où les assemblées sont une quantité importante qui se tiennent. Et un des points qui est important lors de cette assemblée générale annuelle, c'est l'élection des administrateurs des syndicats. Donc, ce soir, nous allons voir le rôle et les responsabilités des administrateurs de nos syndicats. Donc, je me présente, Valérie Couture, condo-stratégiste. C'est moi qui animera toujours, comme à l'habitude, cette web radio ce soir. Et j'ai l'honneur d'être accompagnée de deux avocats reconnus en copropriété, reconnus en aussi litige civil et en immobilier. Donc, j'ai Maître Ghislain Renaud de Raymond. Dufault-Monet. Merci, Ghislain, d'être avec nous. Merci, c'est Raymond, hein, Valérie. Je Excuse. m'appelle Renaud, tu me rebaptises. Ben oui, c'est ça, Je Ghislain le prends pas, je le Raymond. prends. J'ai failli quitter, je me suis dit, c'est pas là-bas. Désolée de vous avoir Il débaptisé. n'y a Donc, pas Maître de Raymond, problème. merci d'être là. Ça me fait plaisir. Maître Raymond est aussi avocat en litige civil et médiateur, Maître Raymond, si je ne me trompe pas. Et arbitre également. Oui, Et arbitre également. Donc, on a aussi avec nous Maître Pierre Zépétini, qui est aussi avocat en droit de la copropriété en litige avec nous. Bonsoir, Maître Zépétini. Bonsoir. Donc, nos deux invités et moi-même allons vous jaser du rôle des administrateurs. Mais nous avons un commanditaire très intéressant et je tiens à vous en parler parce que c'est aussi quelque chose qui touche beaucoup la copropriété, les dommages par l'eau. Donc, on a Groupe Vigilance qui est une entreprise familiale dans le domaine depuis 22 ans de la sécurité qui inclut la détection d'eau. Donc, ils sont en prévention depuis plus de 15 ans pour les dommages par l'eau. Ils en ont installé plus ou moins 7000 systèmes de détection afin d'aider les syndicats à conserver une assurance, avoir de meilleurs produits d'assurance pour éviter aussi des augmentations fulgurantes et des dommages majeurs. Ils ont aussi, ils travaillent avec plus de 500 bureaux de courtage qui proposent leurs services pour l'installation de la détection d'eau. Donc, ils font la gestion des projets. Donc, on vous invite, on voit leur site Internet, le groupevigilance.com, le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez les rejoindre pour avoir une soumission, puisque c'est un produit qui est très, très d'actualité dans les copropriétés au Québec. Et peu importe la taille, je tiens à vous dire que ce n'est pas seulement pour les grandes tours, mais c'est pour tous les syndicats de copropriété. Donc, merci à Groupe Vigilance d'être avec nous ce soir. Nous avons aussi toujours notre partenaire de la soirée avec notre collègue Lancenay qui nous aide à préparer les web radios, le regroupement de gestionnaires de copropriété du Québec, le RGCQ. Donc, comme à l'habitude, j'essaie de vous convaincre tous, copropriétaires et syndicats de copropriété, de vous inscrire comme membre. C'est un prix, ma foi, très, 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 très peu. Et vous avez accès à de la formation. Je pense que c'est le nerf de la guerre ces années-ci de se former, de s'auto-former comme administrateur, comme copropriétaire, de comprendre certains enjeux. Donc, il y a des webinaires que vous pouvez vous inscrire à des prix vraiment, vraiment pas chers. Donc, merci au RGCQ d'être toujours avec nous aussi pour nos web radios. Donc, d'entrée de jeu, je pense que la question, mes chers maîtres, et la première question, c'est surtout de savoir c'est quoi le rôle d'un administrateur et je vais parler tout de suite après de la responsabilité parce que c'est deux choses différentes. Donc, Maître Raymond, pouvez-vous nous expliquer le rôle et je permettrai à Maître Zépétini de nous expliquer la responsabilité? Parce que c'est quand même des choses. Il y en a qui voudraient s'impliquer et sont nerveux parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Donc, on va essayer de les rassurer ce soir. Bien, surtout dans un contexte où il y a eu les réformes successives, dont notamment celles relatives aux travaux, etc. Donc, il peut y avoir une augmentation du niveau de responsabilité, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Essentiellement, la chose à retenir de base, c'est qu'un conseil d'administration, un syndicat de copropriété est bicéphale, qu'on appelle. C'est-à-dire que vous avez une portion qui est l'assemblée des copropriétaires
et l'autre portion qui est le conseil d'administration. Le syndicat de copropriété agit à travers son conseil d'administration et non pas par un administrateur seul. Donc, un conseil d'administration agit en tant que corps. Donc, c'est les membres du conseil d'administration qui vont prendre les décisions à la majorité. Évidemment, il y a certaines copropriétés où les élections se font assez rapidement parce que personne ne veut le faire. Puis, finalement, on sort de là, puis il y en a deux, trois qui sont désignés, là. Souvent sont en nombre insuffisant, déjà en partant. Il en faut trois, il y en a juste un, ou il en faut trois, il y en a juste deux, etc. Donc, il faut que le syndicat agisse, le conseil d'administration agisse à sa majorité du conseil d'administration. Ça, c'est la première des choses à retenir. Donc, un seul administrateur ne peut pas commencer à décider pour tout le monde, puis faire fi de la position des autres administrateurs. Ça, c'est le rôle le plus fondamental. Être Raymond, si je comprends Ouais. bien, ça veut dire que on a une assemblée, puis on a quand même juste deux, puis ça fait 20 minutes qu'on essaie de trouver d'autres personnes. On peut considérer qu'on est un conseil d'administration fonctionnel et légal, parce qu'on a quorum. Naturellement, si c'est trois dans notre Ben, déclaration. sous réserve du nombre requis d'administrateurs dans la déclaration de copropriété, là. OK? Mais dans un cas comme celui-là, exemple, prenons un scénario suivant lequel il y aurait trois administrateurs qui doivent être élus et qu'on n'en a seulement que deux. Ça m'est déjà arrivé. Après 4 rondes, on pourrait continuer pendant une semaine puis on n'aurait jamais un qui serait élu. Donc, à ce moment-là, il y aura deux administrateurs sur trois, mais il faudra que les décisions soient prises à l'unanimité, par exemple. Parce que là, ils vont toujours fonctionner en ayant une personne qui manque au sein du conseil d'administration. Donc, ils devront toujours être deux du même côté pour équivaloir à deux sur trois s'ils avaient été, s'il y avait un troisième qui avait été élu. Donc, Le un rôle, risque. dans le fond, c'est important de le comprendre. Un administrateur, par ailleurs, qui n'est pas d'accord avec ses collègues, doit noter sa dissidence. La loi maintenant prévoit la rédaction d'une dissidence qu'on va mettre dans le procès-verbal de la réunion des administrateurs pour justement que l'administrateur ait une bonne défense à faire valoir, advenant le cas, exemple, où s'il y a eu une poursuite pour la décision qui a été prise, etc., ben, cette personne-là pourra dire, ben, moi, j'étais pas d'accord et j'ai inscrit nommément ma dissidence. Le simple fait de dire, je n'ai pas voté pour, c'est pas suffisant. Il faut un acte positif. Il faut noter la dissidence au conseil d'administration. Ce qui Quand est vous parlez de important, dissidence, là, Raymond, c'est qu'on n'a pas besoin de donner de raison, mais je n'étais pas d'accord. Valérie, exact, OK, c'est bon. exact, exact, avec telle décision, C'est ça. exactement. Tant qu'on peut le retracer clairement, c'est suffisant. Ça ne prend pas un roman. On n'a pas besoin d'indiquer tous les tenants et aboutissants, mais simplement indiquer qu'on n'est pas d'accord. Évidemment, les syndicats de copropriété ont ce que j'appelle, moi, les devoirs de base et les devoirs particuliers. Ça, si les gens peuvent. J'avais déjà écrit dans les développements récents là, en droit de la copropriété en 2021 un texte justement sur le sujet de ce soir, sur la responsabilité des administrateurs. Ce que j'appelle les devoirs de base, c'est les devoirs qui échouent à tout administrateur, qu'il soit un administrateur d'un syndicat de copropriété ou d'une compagnie. Parce que les dispositions du droit des compagnies s'appliquent à un syndicat de copropriété parce que le Code civil vient nous dire qu'un syndicat de copropriété est une personne morale. Donc, si le Code civil est muet dans la section copropriété quant à un devoir, etc., on est en droit de se référer aux dispositions dans la section du droit des compagnies pour aller chercher toutes les informations. Et cette section-là, vous avez tous les devoirs de base d'un administrateur, exemple loyauté, agir dans le meilleur intérêt de la personne morale, divulguer toute forme de conflit d'intérêt, etc. Donc, c'est ce que j'appelle les devoirs de base. Et ce qu'on ajoute à ça, ben, les devoirs particuliers, ben, c'est la tranche qui s'ajoute à ça, qui est applicable particulièrement en droit de la copropriété. Donc, on a un deuxième crémage sur le gâteau, là, mais là, mon but, c'est pas d'effrayer personne ce soir, là, mais il y a quand même deux étages sur le gâteau. Peut-être, Pierre, tu aurais quelque chose à ajouter à cet égard-là?
Non, effectivement, je crois que tu as bien résumé c'est quoi le rôle d'un administrateur. Je pense évidemment, quand on vient parler au niveau des devoirs, effectivement, le code prévoit que les administrateurs, tu sais, doivent agir avec honnêteté, loyauté, diligence, prudence, hein. C'est tous des mots qui va commencer à instaurer un peu la tapisserie sur laquelle on va devoir travailler, le canevas avec lequel on va devoir travailler. Et c'est important, effectivement, comme tu l'as mentionné, qu'on parle d'exprimer sa dissidence. À travers la responsabilité des administrateurs, on peut effectivement commencer à se dire, ben, écoutez, quand quelqu'un va exprimer sa dissidence, s'il n'est pas d'accord avec une décision, parce que le code maintenant le prévoit effectivement, on peut maintenant faire valoir notre dissidence, puis ça va peut-être nous éviter dans le futur de devoir faire face à une responsabilité civile si jamais nous autres, on dit, ben nous autres, on n'était pas d'accord. Parce qu'effectivement, je pense que l'administrateur n'agit pas seul, effectivement, comme on le sait, et on le sait qu'il n'agit pas seul. Alors, il agit via un conseil d'administration qui agit suivant une certaine majorité. Et selon le nombre d'administrateurs qu'il y a au conseil d'administration. Et là, je m'excuse, là, j'ai rien qu'un cellulaire qui ne veut pas s'éteindre, je ne sais pas pourquoi. Mais on va y C'est aller. moi, c'est moi qui essaie de t'appeler. Alors, effectivement, comme on dit, il y a un conseil d'administration qui agit via une majorité d'administrateurs. Et c'est pourquoi, des fois, ben, il peut y avoir certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec la majorité, puis eux autres font valoir leur dissidence pour être sûr que dans le futur, si la décision de la majorité pourrait être à la source d'une faute civile, ben, qu'on peut se dire, nous, de notre côté, on a voté contre. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à utiliser cette forme de dissidence-là pour commencer à entraver le travail du conseil d'administration. Là. Il y a toujours un devoir de bonne foi avec lequel il faut agir. Et d'ailleurs, c'est des obligations générales qui sont prévues à la loi d'agir de bonne foi puis de ne pas faire usage de ses droits de façon à nuire à autrui, hein. Il y a des règles générales de responsabilité civile qui s'appliquent. Hein. On doit agir en personne prudente et diligente, puis lorsqu'on ne le fait pas, ben, on peut être tenu responsable des dommages qui sont occasionnés par nos gestes. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense qu'un administrateur doit toujours comprendre qu'il agit pour autrui, qu'il représente il agit dans les administrateurs agissent de façon à servir la collectivité. Comme Ghislain le mentionnait tantôt, ils doivent éviter euh, souvent, hein, on le sait, les administrateurs sont des copropriétaires. Ouais. Mais à un moment donné, il faut faire attention, hein, quand on est visé par une situation qui pourrait nous concerner personnellement, c'est peut-être le temps de se tasser, comme on dit, puis de s'assurer qu'on n'est pas en conflit d'intérêts, qu'on ne sert pas, un administrateur doit servir les intérêts, il est un mandataire. Comme Ghislain le disait, le syndicat est considéré comme une personne morale autant qu'une compagnie. Et à ce titre-là, l'administrateur est un mandataire du syndicat de copropriété et il doit servir les intérêts de son mandataire et non ses intérêts personnels. Et ça, on le voit souvent quand que ça vient des cas où l'administrateur peut être concerné personnellement. On voit des situations, moi j'ai vu des situations dans ma pratique où un administrateur pouvait être tenté de favoriser ses intérêts personnels plutôt que ceux de la collectivité ou appliquer de façon différente des règles. Puis, je constate dans ma pratique aussi, malheureusement, souvent, il y en a un qui peut prendre le lead au sein du conseil d'administration
Ouais. Et Ça les autres, veut pas dire que c'est une bonne chose des fois. non, c'est en Non, plein ça, c'est même peut-être que, pas le bon lead, c'est ça, exactement. ouais, même que des fois, c'est effectivement pas la bonne chose parce que c'est un mauvais lead, puis les autres le suivent. Alors, Mm. j'ai Ben, souvent surtout, un exemple, administrateur qui m'appelle, puis il ne s'entend pas avec les deux autres, puis les autres font ce qu'ils veulent, là. Ghislain, ben, oui, oui, exactement, mais on le voit surtout, exemple, lorsque, imaginons, exemple, un dégât d'eau dont l'un des administrateurs, la est source, c'est son touché. unité, là. Ben, c'est certain que toute question relative à sa responsabilité, lorsque ça viendra à être discuté au sein du conseil d'administration, il devra se retirer, là. Il ne peut pas commencer à prendre position parce qu'il y a clairement un conflit d'intérêts. Moi, je l'ai déjà vu également dans ce que j'appelle des takeovers, là. Exemple, là, on a deux factions au sein d'une même copropriété de gens une première faction qui favorise un groupe d'administrateurs, une seconde faction qui favorise davantage un autre groupe. Et puis là, il y a des poursuites, etc. Puis là, à un moment donné, ben, les personnes poursuivies, ils sont, oups, si par hasard, ils sont élus au conseil d'administration, ben, habituellement, les poursuites se règlent assez vite, là. Ouais. Alors, donc, ils mettent fin aux poursuites qui étaient dirigées contre eux, ça, on l'a déjà vu. Donc, toutes ces questions-là, on les voit. Et comme disait Pierre, c'est important dans le cadre du conflit d'intérêts justement de se retirer. On le voit, exemple, le législateur l'a matérialisé avec le promoteur. C'est pas pour rien qu'il y Oui. a une perte de contrôle du promoteur lorsqu'il vend ses unités ou lorsque les années passent. C'était justement pour éviter qu'il y ait un contrôle du promoteur pendant des Oui. décennies s'il reste propriétaire de plusieurs unités puis il garde le contrôle du syndicat. Donc, c'est pas pour rien. C'est dans cette philosophie-là que le législateur est intervenu pour dire, écoutez, vos intérêts en titre de promoteur, vous les laisserez de côté parce qu'à un moment donné, ce seront les intérêts du syndicat qui devront primer sur les vôtres. Donc, c'est une matérialisation législative qui avait été faite, mais ça n'enlève pas que les autres copropriétaires ont les mêmes obligations de ne pas être en conflit d'intérêts. Alors, ça, c'est très important de bien le comprendre. Et ce qui est important de ce que je dis, moi, aux gens aussi, être administrateur d'une copropriété, c'est pas juste on se rencontre une fois par année. Tu sais. Il faut qu'ils Non. magasinent l'assurance, etc. Parce qu'il y a déjà eu des cas où un administrateur personnellement a été tenu responsable d'une sous-assurance. Donc, parce qu'il n'avait pas prévu les taxes. Donc, c'est important de bien négocier les assurances. Et je me permets la nuance ici, c'est que le conseil d'administration a une responsabilité. Habituellement, les administrateurs ont une sorte de protection parce que dans toutes les déclarations de copropriété, habituellement, il y a toujours une clause qui tient indemne les administrateurs qui vient les protéger pour les Ouais. actes posés de bonne foi, par contre, dans le cadre de leur gestion. Donc, c'est le syndicat, c'est le conseil d'administration qui est imputable au niveau de la responsabilité civile, mais il existe cependant certains cas où l'administrateur personnellement va être tenu responsable, malgré l'existence d'une clause. Ça, c'est si, exemple, il fait une faute lourde, s'il commet une fraude ou des choses comme ça, là, il est pas, premièrement, il ne sera pas couvert par l'assurance du syndicat, l'assurance responsabilité. Les assureurs ne couvrent pas les cas de fraude. Mais pour des fautes qui autrement seraient lourdes, il se pourrait, que l'assureur ne couvre pas, mais s'il est poursuivi personnellement, il devra avoir à se défendre lui-même à une poursuite éventuelle. Donc, c'est important de comprendre que bien qu'il y ait une protection, ce n'est pas une protection à toute épreuve. Et Ghislain, Oh, c'est important ce que tu dis. Je voudrais qu'on revienne justement sur l'histoire d'assurance parce que c'est une des causes qu'on entend, des libellés qu'on entend le plus parler, que si les administrateurs ne voient pas à l'évaluation du bâtiment, et puis on est en sous-assurance, il y a des choses comme ça. Mais gardons ça, on a deux questions dans le chat que j'aimerais qu'on réponde. Il y a peut-être M. Deslauriers qui nous dit, notre déclaration de copropriété stipule dans les règlements un administrateur et que le quorum est un aussi.
Que fait-on avec ceci? Monsieur Delaurier, indiquez-nous combien vous êtes d'unités. Ça va peut-être nous aider à comprendre, à moins que mes chers collègues maîtres peuvent Ben, répondre déjà. il y a pas trop de risque de dissidence, j'imagine, dans un Non, Parlement. non, c'est ça. Il n'est pas d'accord avec sa propre décision, ça se peut. Comme disait un ancien premier ministre, il disait, je suis unanime avec moi-même. Alors, dans un cas comme celui-là, ben, la reste pas. C'est peu souhaitable. J'imagine ça doit être un condo de deux, là. Habituellement, on voit ça, Non, là. 15. 15. Hein, OK, on 15. veut, on veut pas savoir c'est qui le notaire qui a fait ça, là. Non, Non. ça- Mais c'est pas souhaitable. Peut-être qu'ils devraient amender leur déclaration de copropriété pour modifier ça, le mettre à 3, c'est Oh, c'est un souhaitable. risque, là. C'est un Ben risque, là. oui, et puis pas le mettre à 2, là, parce qu'il ne faut pas que ce soit pair non plus, là. Parce que Non. si c'est 2 puis il y en a un qui n'est pas d'accord, on n'avance pas, là. Alors, habituellement, on met toujours un nombre impair. Donc, moi, ce que je suggérerais dans un cas comme celui-là, ça serait 3. Parce que c'est trop dangereux, un seul administrateur, personne ne voit qu'est-ce qui est fait. La bonne foi se présume, là, mais c'est parce que c'est un lourd fardeau à porter pour une seule personne. Absolument. Tout à Disons fait. ça comme ça. Juste ça, oui. Exact. C'est L'autre vrai. question. Oui, J'ai vas-y. tellement on voit ça, là, de la créativité de notaires et de promoteurs. Je n'ai vu de tout et sortes. Comme Ghislain disait, tu sais, des conseils d'administration avec un nombre pair. Il me semble qu'en 2024, là, puis même au Même temps en de Jésus, là, 2019, il me semble qu'on pouvait comprendre qu'avec un nombre pair, il peut avoir certainement une impasse d'un conseil d'administration. Là, on a une personne qui est tout seul sur un CA. Tu sais, on a probablement quelqu'un qui, quand il a rédigé la déclaration, il s'est dit qu'il ne pourra pas chicaner avec personne, il va être tout seul. Hum. c'est ça. Ben non, il va supporter le lourd poids de toutes Le les fardeau de tout décisions. ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On a un administrateur qui est toujours en train de se référer au copropriétaire pour essayer d'avaliser tous les gestes qu'il va faire dans la copropriété parce qu'il va avoir peur de son ombre. Ou on va avoir droit à Napoléon. À C'est l'autre Napoléon, scénario. effectivement. C'est l'autre scénario parce qu'il y en a Effectivement. il y en a qui ont des charges comme ça. C'est difficile à Ouais. suivre, là. Effectivement, Alors, puis ouais. je suis d'accord avec toi, Ghislain, pour Monsieur Deslauriers devrait penser dans leur syndicat d'amender cette déclaration-là. Faut On a toujours penser, oui, faut toujours penser, Valérie, qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Alors, quand tu es seul, là, ça marche pas, là. Faut que tu sois minimalement à 3 pour que ça Ah oui. flourish. Seul, ça s'appelle une dictature. C'est ça, oui. exactement. Puis, si on a une bonne personne puis qui est seule, ben on va la brûler parce qu'elle ne restera pas longtemps. Ben, c'est Exact. ça. OK? Exactement. J'ai oublié ma Quelqu'un qui clé. fait vraiment son travail d'administrateur, là, il est tout Il, seul. il, Ah, il part en- effectivement, il va il lâcher part la en courant. Il part en Ouais. courant, c'est sûr. Fait Ouais. que Ben, là-dessus. surtout à 16 unités, là, c'est pas. Non, non. Ouais. Ah ouais, non, moi vous dire comme vous, Maître Zépétini, il a été créateur. Il y a des créateurs qui sont bons pour avoir Non, fait ça. c'est Ah ouais, spécial, ça va à 16 unités. Là, je suis très surpris Moi à aussi. un administrateur. ouais. Moi aussi. Peut-être regarder comme il faut, M. Deslauriers. On pense que vous avez raison, mais ça craint, comme on pourrait dire. Comment un administrateur doit-il agir face à un copropriétaire qui n'est visiblement pas de bonne foi? Ne rien dire et agir via le CA. Donc, ce que je comprends de la question de Mme Monette, c'est qu'un administrateur est conscient qu'un copropriétaire n'agit pas de bonne foi et qu'il ne fait rien. Donc, là-dessus, la décision d'agir contre un copropriétaire, ben, Ben, c'est le syndicat, c'est le c'est conseil. ça. C'est le Faut pas conseil. faut pas personnifier les débats. Effectivement. Les gens parlant, en partant, là, c'est le conseil d'administration et ça ne donne jamais rien de personnifier les débats, ça ne fait qu'envenimer. Alors, on règle rien avec ça. Et ça, c'est un. Deux, faut pas ne pas rien faire. Il faut juste appliquer la loi et appliquer la déclaration de copropriété. Et quand je dis qu'il ne faut pas personnifier, c'est qu'on le voit trop souvent, des fois, des échanges enflammés de courriels à tous, là. T'es un pas bon, puis t'es un ci, puis là, on tombe de la diffamation, c'est Personnel. disgracieux, c'est ça, là, ça mène nulle part, ça fait juste envenimer, puis ça peut donner lieu à des poursuites. Donc, et en passant de poursuites pour diffamation, les assureurs ne couvrent pas, hein.
Alors, si la protection d'assurance, elle ne s'applique pas, donc si l'administrateur a usé de sa plume de façon trop pesante, il peut se trouver sur le banc des accusés, là, en matière civile, je parle, là, Oui. et il peut faire l'objet d'une procédure en diffamation contre lui. Donc, il faut faire bien attention avec ces choses-là. Moi, je le répète 1000 fois plutôt qu'une, là. Répondez pas à ça ou faites. Embarquez pas là-dedans. Non, non, Embarquez c'est pas dans le jeu de la exact. rhétorique, là. Je t'envoie un courriel, je te réponds. Je t'envoie un courriel, tu m'envoies des bêtises, je te dis des bêtises. Il n'y a rien de pire que ça. Comme Ghislain dit, là, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est d'alimenter le dragon de l'autre côté. On le sait, dans toutes les copropriétés, il y a des types de personnalités spécifiques. Des fois, eux autres, ils passent leur journée à s'adresser au conseil d'administration, les envahir de courriels puis toutes sortes de bêtises. Puis la pire affaire, c'est de commencer à les alimenter. C'est ça qu'ils attendent de l'autre côté. Mhm. Mais justement, dans cette situation-là, des administrateurs qui veulent cesser d'alimenter la personne devant un écran qui se sent gonfler à bloc, à un moment donné, là, après 2, 3 échanges qui ne vont pas bien, là, un conseil d'administration peut se permettre de dire malheureusement, on ne donnera plus suite à vos prochaines questions parce que il y a toutes sortes de lignes de pensée. Il y a des copropriétaires. Ah, vous ne me répondez jamais. Bien là, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait 2 fois qu'on vous explique. Tout est une question de gros bon sens, Valérie. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que Mais des fois, à travers toutes ces bêtises-là, peut-être qu'il va y avoir des sujets qui vont, qui vont devoir être adressés. Là, il faut faire attention aussi, là, ça ne va pas tomber dans un piège, mais l'important, je pense, c'est de ne pas. Un moment donné, c'est dire, écoutez, quand on va juger, nous, que, tu sais, premièrement, comme Ghislain le disait, on n'est pas tout seul, on agit par un conseil d'administration. On s'assoit tous ensemble, puis on décide qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation-là. Un moment donné, ben, il y a peut-être, comme on dit, faire le screening des courriels, mais tu sais, s'il y en a un qui mérite d'être répondu, on va y répondre. S'il y en a un qui ne mérite pas d'être répondu, ben, on n'y répond pas si c'est pour faire un échange de bêtises, là. ça m'amène, vous me faites penser, Pierre, exemple, tu sais, dans le fond, là, la réponse du syndicat, ça c'est important, je pense. C'est que même si je ne suis pas d'accord, moi, Valérie, comme membre du CA, qu'on réponde encore à monsieur Raymond, il faut que à un moment donné, il faut que je me mette avec la gang puis se dire, ben, je ne suis pas d'accord, mais ils ont décidé qu'ils sont 2 et ils veulent répondre, on va continuer de répondre. Tu sais, je veux comprendre qu'à un moment donné, on a des décisions à prendre en CA et qu'il faut qu'il y ait quand même que ça finisse, qu'on sort de là en gang, même si on n'est pas d'accord, puis on émet sa dissidence. Il faut qu'on se dise, ben, la décision a été prise, puis pas faire une cabale dans le corridor de l'immeuble. Non, Sinon, c'est ça clair, fait mal. il y a une solidarité qui doit y avoir au sein du conseil d'administration entre les administrateurs. Ça, c'est ça. Pas à tout prix, là, mais je veux dire, Non. le plus possible, il faut que le syndicat montre qu'il agit de façon de concert puis que ça ne fausse pas trop à l'intérieur, là. Parce qu'à un moment donné, sinon, on tombe dans un conseil d'administration dysfonctionnel, puis on sait que maintenant, il y a un nouveau recours qui existe depuis Oui. les dernières réformes euh, dans lesquelles on peut demander des comptes, on peut faire annuler des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration et on peut même demander des mises sous séquestre, si on veut, là, d'un conseil d'administration dysfonctionnel pour le faire remplacer par un gestionnaire externe pour une période X, Y, Z. Donc, il y a des mécanismes qui existent, là. C'est certain que c'est dans des cas d'épouvantail, là, tu sais, c'est des pires cas, mais il peut arriver. Donc, il y a des mécanismes qui sont apparus au fil des années par le législateur qui font en sorte qu'un conseil d'administration dysfonctionnel peut se faire taper sur les doigts. Bon, Il y en a mais plus qu'on en avait, par contre. ça paraît plus. Ah, OK. OK. Je On pense le... qu'on le voit plus. Est-ce que je n'ai pas fait de statistiques là-dessus, honnêtement. Ça serait peut-être bien, mais moi, je vais avec mes statistiques maison, qui n'est pas Oui. très scientifique, mais Non, c'est parce que basé. quand on appelle un avocat, c'est pas parce qu'on fonctionne bien.
Non, 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 mais des fois, ils veulent être guidés. Préventive. Ça peut, Oui, oui, des guider. fois, Oui, oui, ils veulent être exact. guidés. Exact. moi, les cas de dysfonctionnalité les plus patents que je vois souvent de ce temps-ci, je ne sais pas pourquoi, les, les gens s'en vont dans une copropriété, ils se passent d'un hôtel, je ne sais pas. Et tout ce qu'ils veulent, c'est s'en aller en Floride l'hiver, puis ils veulent se faire administrer. Il n'y a pas personne qui veut la job, comme on dit. Non, Et non, j'ai c'est. souvent des conseils d'administration que ça fait 5, 6, 7, 8 ans que c'est les mêmes administrateurs, sont au bout du rouleau et ils sont obligés de faire des menaces en assemblée pour dire là, nous autres, on lâche la job. Euh, on- alors, tu sais, il faut convaincre le monde de prendre la relève parce que souvent, je vois des situations où un conseil d'administration se ramasse, il y a plus d'administrateurs. Ouais. Mhm. On est dans une situation très, très grave, là. Pourtant, c'est les investissements des gens. Tu sais, à un moment donné, plus d'administrateurs. Puis je pense que les gens n'ont pas le réflexe encore à l'heure actuelle. Tu sais, le mot juste d'argent, hein, il y a toujours le réflexe de vouloir tourner coin rond, sauver de l'argent à tout prix. Puis les gens n'ont pas le réflexe d'aller chercher de l'aide externe, comme C'est des ça. gestionnaires de copropriété, exemple. Tu sais, le monde sont oh non, ça coûte trop cher, on va rien savoir de ça. Mais Mais ils je l'ont veux pas la job. C'est ça, exact. Mais je veux pas prendre la job. Non, c'est ça. Faut pas que ça coûte cher, mais moi, je veux pas faire des C'est choses. ça. Mais Ça, c'est c'est. c'est- c'est- Ouais, vas-y. c'est une situation qu'on voit, je dirais, le problème que soulève Pierre, c'est beaucoup dans les très petites copropriétés. Oui, ça c'est vrai. Euh, Souvent, c'est dans les deux sens. Il y en a qui seraient prêts à obtenir les services d'un gestionnaire, mais il n'y a pas la prestation requise sur le marché C'est vrai. parce que c'est trop petit pour un gestionnaire. Puis chacun a ses décisions d'affaires, c'est correct. C'est juste que je le constate dans les faits que dans les très petites copropriétés, Ils ont de la misère à se trouver un gestionnaire. ouais, ça, c'est quand ils acceptent d'en chercher un, là, parce Oui, qu'on a c'est ça. parce qu'il y a l'effet inverse, là, ils veulent pas, ils se disent on est trop petit, puis ça va nous coûter de l'argent. Donc c'est un problème qu'on voit, mais il faut toujours ramener à la base le fait qu'on soit une petite copropriété ou une plus grande copropriété, ben les obligations de base sont les mêmes. Ah, ça, c'est Puis les, tellement vrai. puis les Tellement vrai. obligations de la deuxième couche de gâteau de crémage que j'expliquais tantôt, les obligations découlant de la section précise du Code civil en matière de copropriété, font en sorte que ça s'applique aussi. Euh, Tu sais, faire un fonds d'auto-assurance, là, quand même, tu as 3 unités, il faut que tu le fasses pareil Oui. ou tu as 200 unités. Alors, c'est une obligation statutaire, légale, qui est obligatoire. Donc, les administrateurs qui ne le feraient pas seraient dans le trouble, à mon humble avis. Ça, La c'est réalisation d'une étude de fonds de prévoyance. Ah, bien qu'on, tu sais, c'est pas tout encore en vigueur, C'est ça. etc. On attend toujours le règlement Alain a d'ailleurs. tellement raison là-dessus, là. Combien de fois je vois dans les petites copropriétés, ah, nous autres, on est tous, s'imagine que le Code civil ne s'applique pas. Vous faites de l'avocasserie. Non, non, on n'a pas besoin de ça. On va laver nos fenêtres. Chacun de nous autres, on va laver nos fenêtres. On va se passer à tondeuse à gazon à tous les semaines. Tu Ouais. sais, c'est tellement vrai, puis on a l'impression qu'on est trois, on va gérer ça comme si c'était une copropriété indivise, là, puis qu'on était le frère, la sœur, puis le beau-frère. Mhm. Puis là, on va gérer ça de cette façon-là, puis les gens ont tendance à banaliser les règles de la copropriété dans les petites copropriétés. Quand Oui. vient le temps de faire des travaux, là, Oui, il parlons-en des faut, travaux. il faut faire affaire avec des professionnels, Pas le des gens qui beau-frère, ont là. là, Même non, si on non, est qui ont trois, des là. cartes de compétences, qui sont membres de la régie du bâtiment, parce que le syndicat, là, a une responsabilité de faire les travaux sur l'immeuble. La régie du bâtiment peut débarquer demain matin s'il n'y a rien qui est respecté, là. Je ne dis pas qu'ils le font, mais à un moment donné, ça va arriver, là. Tu sais, on se Ouais. souvient tous de l'école là, que les gens peinturaient, là. Bon. Alors, c'était pas Ah en ouais. copropriété, mais bon, l'histoire est là pareil. À un moment donné, il y a des règles à respecter. Et puis, c'est pour le bénéfice, c'est leur
pour leur propre bénéfice, parce que quand on parle d'infiltration d'eau, ben, il faut que tu fasses affaire avec un vrai professionnel qui sait de quoi il parle, qui va faire le test d'arrosage, qui va dire, bon, ben, voici c'est où la source, voici comment le colmater, je suggère telle chose, je vais vous aider à obtenir des soumissions, etc. Donc, c'est important de faire affaire avec un professionnel de l'enveloppe du bâtiment. Oui, Puis les travaux de toiture, même chose, non seulement pour les responsabilités des professionnels, mais également les garanties. Parce que si tu fais affaire avec Pierre, Jean ou Jacques, que tu as pris sur Marketplace, puis que tu ne sais pas trop s'il est en règle, ben probablement que s'il refait ta toiture puis elle est mal faite, il n'y a peut-être pas de garantie applicable. Alors, ou s'il faut que tu refasses venir quelqu'un d'autre, tu sais, donc, c'est important d'orchestrer l'exécution des travaux et ça va de plus en plus venir sur la sellette à cause de l'étude des fonds de prévoyance, les rapports d'état d'immeuble, le moment des carnets d'entretien. Donc, c'est tous des éléments qui sont apparus au courant des dernières réformes pour et en vue de s'assurer de la pérennité de l'immeuble bâti. Mais pour ça, il faut faire des travaux à échéance. L'immeuble bâti au Québec vieillit oui. et Ouais. il doit être entretenu. Ici, on n'a pas la même historique ou la même pensée que dans les pays européens où on parle de vieux immeubles. Paris, c'est pas bon. Alors, ça n'a pas été construit hier. Donc, ils ont tout un système de carnet d'entretien, de travaux qui sont perpétuels sur leurs immeubles. Donc, ici, on est relativement jeune, nos immeubles, mais quand même, il y a certaines tours qui commencent à Oui, avoir 40 ans. Puis bon, alors, il faut que ce soit fait de façon sérieuse, orchestrée. Puis encore une fois, il y a toujours la responsabilité des administrateurs. Si c'est fait, c'est pas orchestré, puis c'est fait de façon avec un amateurisme à un moment donné, peut-être que les administrateurs pourront être responsables. Donc, il faut vraiment prendre le travail au sérieux dans la copropriété. Même chose une, pour l'établissement du une fonds chose de que, prévoyance. Là, tu ne peux pas avoir un immeuble qui n'a pas de fonds de prévoyance puis qu'il y a des travaux pour 400 000 à mettre dessus. ah Ça ne non, fait pas sérieux. Là. non, non, parce que les cotisations extraordinaires, ben, beau dire qu'on a le droit d'en faire, il faut que le monde soit capable de les assumer. Ben, on a vu ça, hein, certaines Ouais. copropriétés Oui, où c'est des drames humains, là, oui, pratiquement. C'est Ouais. vraiment pas drôle. non, C'est non, les cotisations spéciales sont à peu près l'équivalent des montants d'hypothèque de chacun de ces gens-là. Là. Ouais. exactement. Alors, On a le code qui le prévoit. Faites un fonds de prévoyance, c'est ça la loi. C'est ça. Justement pour éviter ces situations-là. Alors, effectivement, il faut faire son travail. Moi, souvent, les gens vont me dire: Ah, c'est parce que l'étude du fonds de prévoyance, c'est pas encore obligatoire, hein, Non. selon la loi. Non, non, mais regardez bien, là. Tu Il fais faut juste perdre du comprendre un temps. peu, il faut comprendre un peu la rhétorique du législateur en arrière de l'idée. Euh, le Code civil prévoit déjà que le syndicat doit constituer un fonds de prévoyance suffisant pour couvrir les réparations majeures et le remplacement des parties communes. Hein? C'est une obligation très générale. Puis ça, ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un travail à faire. Les gens vont me dire c'est 5. Non, 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 c'est pas 5. Ça, c'est un minimum, là, parce que si c'était même pas là, il y en a qui penseraient à 0. Ça irait jusque-là. Alors, non, non, vous avez une obligation de constituer un fonds de prévoyance suffisant. C'est une obligation du syndicat, donc des administrateurs qui représentent le syndicat. Et ils doivent faire un travail pour s'assurer qu'il y ait des fonds suffisants. Parce que le premier devoir, effectivement, du syndicat, comme le dit Ghislain, c'est de veiller à faire les travaux de conservation de l'immeuble et à l'entretien des parties communes. Ça, c'est super important. Et ce n'est pas un travail qui se fait à la légère. Alors, c'est là que vient la pertinence de l'étude du fonds de prévoyance. On ne veut pas se faire dire comme administrateur qu'on ne fait pas notre travail, qu'on a mal fait notre travail, qu'on a mal évalué les cotisations. Imaginez-vous une situation où, effectivement, après plusieurs années, là, le toit leur tombe sur la tête, puis ils ont 400 000 à inverser, puis il y a 2 000 dans le fonds de prévoyance. Ça n'a pas de bon sens.
Non. Alors, on doit être capable de prévoir, selon la durée de vie utile de ces parties communes-là, à constituer un fonds suffisant pour qu'on évite ces situations-là. Puis moi, je le dis tout le temps à mes clients, un bon fonds de prévoyance, quand on voit qu'il y a un travail sérieux qui est fait par le conseil d'administration, au niveau des travaux de l'immeuble, au niveau de la constitution de prévoyance, c'est un pitch de vente. C'est pas compliqué, ça Absolument. augmente la valeur de vos condos, ça. Eh oui, Mm. mais ça, on a de la misère à le faire Ouais. comprendre. Non, non, Et mais moi, ça se vend, c'est ça, ça se vend, un fonds de prévoyance. oui, Dans ta ben vente, oui. tu dis, ça, Tu pars pas avec. Tu pars pas avec, mais ça donne de la valeur. Puis moi, ben je oui. dis toujours au syndicat, on n'a tellement pas les moyens d'être cheap parce que ce qu'on veut remplacer comme partie commune, c'est aussi bien de mettre la qualité normale, mais pas du cheap parce que sinon, tu vas le remplacer 2 fois au lieu d'une. Ouais. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la réforme, notamment la réforme 180, projet de loi 141, c'est que c'est un rattrapage. Le législateur s'est aperçu Ah oui, que la loi telle qu'elle existait depuis la copropriété au Québec, là, notamment depuis la première réforme qu'il y avait eu, c'était en 94 avec le nouveau code, mais bon, c'était c'était ce que c'était, là. C'était les premiers oui, balbutiements, si on veut, des règles de la copropriété divisées au Québec, mais ça devait être dépoussiéré et le législateur s'est aperçu qu'au fur et à mesure, avec les années, euh, l'entretien n'avait pas suivi, là. Ouais. Alors, les règles, c'est un coup de barre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que oui. la projet de loi 141 est un coup de barre. Il y en avait déjà eu précédemment, dont notamment un avec les immeubles de plus grande envergure avec des étages, 122. c'est ça, là, avec la réforme du Code de sécurité, chapitre bâtiment de la Régie du bâtiment pour les étages, les garages étagés avec une dalle qui n'est pas sur sol, là. Et les immeubles de plus que 5 étages en façade parce qu'il y avait Il y a eu eu des accidents. ben, il y a eu des morts. On s'est aperçu Ah ouais. Au Québec, les immeubles tuaient. Eh oui, On ne veut pas ça, là. Alors, des immeubles comme l'effondrement à Ville-Saint-Laurent qu'il y avait eu, ou encore les détachements de parois qui tombent sur une personne qui est en train de marcher, on ne veut pas ça. Donc, c'était le premier coup de barre qui avait été fait. Et la réforme, la réforme successive, ben, ça s'inscrit dans cette dynamique-là de dire, écoutez, là, on n'a pas le choix. Il faut vraiment, il faut mettre ça à niveau. absolument. Euh, Là, mais, j'ai des questions dans le chat, mes chers avocats. J'ai des ouais. questions dans le chat. Il y a une Madame Rouleau, nous sommes un CA de 7 membres. Les mandats des administrateurs sont de 1 an. Peut-on faire des mandats de 3 ans en alternance pour assurer une continuité? La réponse est oui. On vote en assemblée. On pourrait préparer ça par un avocat pour être sûr qu'on présente quelque chose qui se tient debout. Ai-je bien dit? Oui, ben, parfait. C'est ce qu'on suggère d'ailleurs, une rotation. Moi, je mets 2 ans, 2 ans, 2 ans. Tu Oui. fais une première batch de 2 ans, puis l'autre batch de Tu as 2 tout ans. le temps du monde qui ont l'historique en tête qui reste dans le groupe. Est-ce que rémunérer les administrateurs peut aider? Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je vous laisse aller. Ben, j'ai jamais vu d'administrateur classé dans Forbes à cause du fait qu'il était administrateur de copropriété. Ça s'en vient, Ghislain, ça s'en vient. Ah, je Ben, sais pas pas. d'administrateur de copropriété. Oui, Non, de copropriété, exactement. Non, non, tu fais bien de le préciser. oui, Alors, qu'il soit payé, j'ai jamais vu quelqu'un se mettre bien riche avec ça, là. C'est plus un dédommagement, si on veut, pour le temps Ouais. passé. oui. Puis moi, je pense que, bon, Mais habituellement, moi, je suis ça pas gère contre bien. l'idée. Je suis pas C'est contre ça. l'idée, mais d'un autre côté, ça dépend de l'état des finances de la copropriété. Ça Ouais. dépend. Il y en a qui renoncent Je à tombe, oui. leur soult en disant, écoutez, moi, je préfère qu'on le mette dans le fonds de prévoyance, là, au lieu qu'on se tire un salaire. C'est pas que ça qu'on fait sa vie, là. Non, non, c'est ça, exactement. On a une autre question. Nous avons deux copropriétaires qui se pensent dans un appartement, un qui loue, l'autre qui n'est pas sur place et compte de malheur, deux administrateurs qui ne veulent pas savoir rien des lois et du code civil. Ça arrive, hein? Les administrateurs pensent que c'est une option de faire respecter les règlements. La question est très bonne, Madame Francine, parce que c'est souvent, j'imagine que c'est des cas que vous arrivez parce qu'à un moment donné, il y a un copropriétaire qui est épuisé puis il arrive quelque chose. Ouais, souvent, les administrateurs
ont l'impression que il y a un genre de sécurité personnelle qui s'installe, puis dire, ah, moi, regardez, je contrôle le fort, il n'y a pas personne qui va dire rien puis qui va faire rien. Puis je fais à peu près ce que je veux. Les administrateurs doivent savoir qu'il y a des règles dans le Code civil, il y a des règles prévues à la déclaration. Souvent, ce qui est écrit dans le Code civil est écrit dans la déclaration. Hein, on a une section sur les devoirs et les obligations des administrateurs. Combien de fois, moi, je suis obligé de dire à des gens d'aller la lire, la déclaration, parce que j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas lue. Ils me posent des questions, puis la réponse est noir sur blanc dans ce document-là. Mais souvent, là, le premier article sous le titre Devoir des administrateurs, là, c'est qu'effectivement, ils doivent voir à s'assurer de faire respecter la déclaration de copropriété et ses règlements. Ouais. Et ça, on a des fois des administrateurs qui disent: «Ah, nous autres, on laisse faire ça». Bien là, il y a un genre de locomotive qui s'installe, hein, un précédent. Un peut faire ça, l'autre peut faire ça. C'est le chaos total. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Ça l'entraîne un genre comme on dit, ben le singe fait, l'autre fait aussi, là. Alors, à un moment donné, ben, il y a des copropriétaires, il faut quand même appliquer avec une certaine rigueur les règlements de la copropriété. Hein, c'est pour Ouais. assurer, ils sont là pour assurer aussi une vie en collégialité puis en collectivité. Tout à fait. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a un copropriétaire qui se plaint d'une situation qui va à l'encontre des règlements de la copropriété, puis qu'on connaît un conseil d'administration qui dit: «Ah, gars, va cogner à sa porte puis va t'arranger avec», là, ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, ça fait en poursuite. Oui, Ouais. Le copropriétaire lésé, par un comportement d'un autre copropriétaire, etc., à un moment donné, s'il subit un trop grand dommage, parce que le trouble de voisinage existe de façon très précise, hein. En copropriété, on le voit parce que tout le monde est par-dessus les autres, là. On est vraiment dans un nid propice. proximité, hein, ouais. C'est ça, et la proximité fait en sorte qu'on est dans un nid propice à des troubles de voisinage. Ah oui, Donc, ah oui. ça peut finir en des poursuites. Si le syndicat fait abstraction, ne s'occupe pas volontairement d'une situation, se ferme les yeux, il peut avoir une responsabilité qui lui incombe dans cette affaire-là. Alors, Absolument. c'est pas, faut Pas pas prendre les toujours choses à la légère. d'administrer de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas comme personne. C'est de faire respecter les choses et tout. On a une autre question assez rapide. Un administrateur donne sa démission pour le 22 novembre. Est-ce que sa dernière journée de service ou sa journée de départ, c'est laquelle? En fait, là-dessus, je vous laisse répondre, mais il y a souvent des choses de prévues à la déclaration de Ben, c'est ça. copropriété lors de démission. Il Ben faut, oui, faut se référer à la déclaration de C'est ça. ouais. copropriété. Ça revient un peu à ce que Maître Zépétiné disait. Il faut lire la déclaration parce que des fois, c'est juste des différentes interprétations parce qu'on ne l'a peut-être pas bien lu. Puis des fois, il faut la lire 3, 4 fois parce qu'on va avoir, exemple, le syndicat doit convoquer. Ces temps-ci, des fois, on a des gens qui se manifestent à 10% puis qui disent ben, vous devez convoquer dans les 21 jours. C'est le terme convoqué, le terme, différents termes légaux. Prenez le temps de les lire parce que ça ne veut pas dire qu'on doit la tenir, l'Assemblée dans 21 jours. Ça veut dire qu'on va la convoquer ou. Allez-y, Maître Raymond. Si je peux me permettre, Valérie, je ne veux pas te couper, je veux juste mettre Absolument. la nuance suivante qu'il faut que les gens comprennent, il faut faire très attention, c'est que la déclaration de copropriété, il faut regarder également, faut la lire, oui, très important, mais parfois, il faut la lire avec parcimonie. Exemple, s'il s'agit d'une déclaration de copropriété qui a été rédigée avant 94, C'est vrai. ben, il y a certaines des règles qui ne s'appliquent pas. Il faut se référer à la loi, la loi peut prévoir le contraire. De la même manière, certaines déclarations de copropriété, même si elles ont été, par exemple, publiées en 2017, assez récemment, ben, il pourrait quand même y avoir certaines clauses dans la déclaration auxquelles il faut faire attention lorsqu'on les lit. Ça me vient en tête, par exemple, les fameux votes sous 1097, là. Oui, Le législateur est venu bonifier ou faciliter un petit peu la majorité renforcée qui est prévue maintenant, de telle sorte que si on l'applique
suivant la déclaration de copropriété, on se trouve à appliquer l'ancienne loi, l'ancienne mouture qui était plus difficile à obtenir. Donc, c'est important de lire. Oui, il faut lire sa déclaration, mais il faut aussi C'est vrai. faut se référer au C'est Code vrai, c'est bon civil. que Martin soulève ce point-là. Oui, Parce que mais le réflexe doit être surtout lorsqu'on a une ancienne déclaration avant oui, 94. Là, c'est comme si tu conduis un auto, là, puis tes yeux pas trop ouverts, là, puis tu sais pas trop si tu as de l'essence assez pour te rendre, là. C'est vraiment, faut faire bien attention. oui. Mais ce que tu viens de dire, Ghislain, c'est sûr que c'est pas facile pour les copropriétaires de se retrouver. Parce que des fois, on va dire, faites attention, fiez-vous à votre déclaration. D'autres fois, attention, fiez-vous au Code civil. Attention, là, c'est dans les vieilles déclarations, le bureau du syndicat. Des fois, il y en a qui me reviennent avec ça, le bureau du syndicat. Tu sais, c'est difficile. Et je crois que dans le doute, faites un appel à des gens qui sont spécialisés en copropriété pour vous faire éclaircir les choses comme il faut parce que faire des affaires un peu croches, ça coûte pas mal plus cher à défaire que d'avoir consulté avant une assemblée, d'avoir fait venir quelqu'un qui vous accompagne à votre assemblée pour des votes, comme vous disiez tantôt, de s'assurer qu'ils sont bien passés, tout se déroule bien, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose de primordial que les administrateurs devraient de moins en moins hésiter à faire d'avoir des gens de votre compétence pour les accompagner dans leurs assemblées parce que sinon, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. On a encore une autre question. Il y a eu plusieurs questions, je ne les ai peut-être pas toutes couvertes, là, mais le fonds de prévoyance est bien connu. Le problème, c'est qu'il est difficile d'établir un montant. Au début, on parlait de 5 coût de reconstruction de bâtiment. Aujourd'hui, on parle de 5 Que penser de l'accumulation d'un fonds pour 3 unités? Je me demande parfois si les condos composés de petites unités achetées afin de payer des frais de condo raisonnables ne vont pas tomber en désuétude et au profit des gros condos, etc. Donc, je pense que, Maître Epiteni, vous avez fait le tour tantôt sur ça. Est-ce qu'on a un petit in à dire pour les petits syndicats actuellement? C'est quand même une idée de faire établir les montants pour être capable de réparer, Ben, remplacer. ça va s'en venir. C'est ça le but de l'étude du fonds de prévoyance. C'est C'est ça. pour aider, guider les administrateurs dans l'élaboration. C'est une projection, dans le fond. C'est une projection comptable. Tu dis, bon, ben, dans 30 ans, il va me falloir tant d'argent. Mais d'ici 30 ans, il y a quand même des travaux, il y a une rotation de travaux qui va être faite, dans le fond, de l'immeuble. Exemple, on va avoir changé les fenêtres. Bon, ça va coûter combien dans 5 ans pour changer les fenêtres? Ça va coûter 15 000, OK. Bon, pour cet item-là de fenêtre et dans 5 ans, il faut que je m'organise pour que mon fonds de prévoyance ait 15 000 pour cet item-là. Maintenant, la toiture, on vient de la faire. Elle est bonne encore quoi? 20 ans? Bon, ben, on va prévoir pour que dans 20 ans, la couverture, ça va coûter tant. Exemple. Donc, c'est une projection financière des travaux à venir sur l'immeuble. Et c'est pour aider justement les administrateurs que le législateur a dit, ben, ça va être des technologues professionnels, des architectes ou des ingénieurs qui vont être habilités à dire, à prévoir ces composantes-là, les études du fonds de prévoyance, etc. Donc, on n'est plus à l'ancien 5 du budget annuel, là, parce que Ben, parce qu'un budget annuel d'un syndicat de 3 unités, quand chacun a son entrée privée, puis il n'y a pas de hall d'entrée, tu n'as pas de compte d'électricité, tu as à peu près, tu sais, la dépense, là, c'est la facture d'assurance pour l'année. Bon. Là, ça coûte combien? 1 500 fait 5 de 1 500. Là, si tu veux un fonds de prévoyance bien garni, là, ça va te prendre à peu près 150 ans, là, je c'est dirais à un ça. moment donné. Puis là, l'immeuble va être tombé pendant ce temps-là. Donc, ça, c'est pas raisonnable de le faire comme ça. C'est pour ça que le législateur est intervenu pour guider les gens dans l'élaboration du fonds de prévoyance. Justement, sur cette question qui n'est peut-être pas facile, Ghislain, là-dessus, quand est-ce qu'on pense que la réglementation devrait aboutir sur ce point-là? Je sais que c'est une grande question politique. Ben, ça parlait de. On avait entendu l'automne dernier, puis là, ce qui se parle, ça serait cet automne, OK. ou cet été, ou cet automne. Je ne OK. suis pas dans le secret des dieux,
mais tout le monde l'attend un petit peu comme un chien attend ses croquettes, là. Je veux dire, Ah, ouais, ouais. dans le domaine, tout le monde attend ça pour savoir qu'est-ce qui va être, quelle mouture va sortir de là, là. OK. Parce que ce que j'ai compris, c'est que le règlement, ça ne sera pas 2 articles seulement, là. Ça risque d'être un guide très détaillé euh, de de ce que le législateur a fait dans le Code civil. Donc, et parce que beaucoup dans la dernière réforme, le Code civil dit tel que prévu par Règlement. règlement, tel que prévu par règlement, tel que prévu par règlement, ben, on s'attend à ce que le règlement soit assez lourd et long à C'est lire. garni. Mais je sais que le RGCQ, d'ailleurs, a pour mission justement d'informer les gens dès que le règlement va sortir. Et c'est certain qu'on va tous être appelés à l'analyser, en discuter, puis diffuser la bonne nouvelle, là. Absolument. Par le biais du RGCQ, il y aura différentes explications qui seront formulées. Là, on va peut-être, tu sais, les gens, je les invite à rester à l'affût là, des activités du RGCQ à cet égard, là. Absolument. Puis j'en profite, ça me fait penser, vous êtes tous les deux conseillers au RGCQ, si je ne m'abuse. Ben Ouais. oui, je suis aussi sur le conseil d'administration, Oui, mais oui, toi effectivement. aussi, oui, mais Pierre, tu es conseiller aussi, tu réponds à des Oui, lignes. Bon. oui. Donc RGCQ, ça, mon légal. oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est important parce que ces avocats-là et d'autres personnes agissent comme conseillers et vous avez, quand vous êtes membre du RGCQ, droit à certains moments pour poser vos questions, etc. Et ça vaut la peine. Donc, parfois, votre membre du RGCQ va vous permettre de parler à des gens d'une compétence incroyable pour vous aider à régler vos litiges en copropriété. Donc, c'est important chaque syndicat, de toute façon, devrait être membre du RGCQ. Ça aiderait déjà à aider les administrateurs puis avoir accès à des formations et tout. On a une autre question, Madame Gingras. Lors du jour d'une assemblée générale annuelle, peut-elle être modifiée par le CA en moins de 24 heures de l'assemblée? La modification n'est pas majeure. Elle fait référence à des votes consultatifs de la part du conseil. C'est une belle question. Ben, il faudrait voir exactement c'est ce dont on parle, mais techniquement, moi, je ne suis pas un friand de ça. Les gens ont 5 jours de la réception de l'avis de convocation pour demander un ajout à l'ordre du jour. Et une fois que les délais sont passés, on ferme les portes du conclave, là, parce qu'à un moment donné, les gens donnent des procurations en fonction de l'ordre du jour qui sera traité. Donc, à partir du moment où je donne ma procuration, puis que 2 jours après, on change l'ordre du jour, ben, ma procuration, peut-être que je ne l'aurais pas donnée. Peut-être que j'aurais voulu aller à l'Assemblée. Alors, moi, je le traite comme un conclave, là. À un moment donné, on ferme les portes, on les barre, puis ça va être ça, l'Assemblée. Puis, on sortira quand il y aura une fumée blanche, là. Alors, c'est parce que sinon, puis on le voit des fois, hein, on se couche tard. Il Oui, y a oui, des assemblées que c'est long avec la fumée blanche sorte. oui, effectivement. Oui, ça Donc, Je suis arrive. d'accord avec Ghislain là-dessus. Moi, je ne suis pas friand des affaires de dernière minute, là. Et là, La après clé, ça c'est soulève des problèmes de contestation. Puis là, le copropriétaire va dire, surtout si c'est une question importante ou une modification, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ah, c'est rien, c'est rien. Vous savez, c'est comme le dicton en anglais, beauty is in the eye of the beholder. Ben, justement, des fois, c'est la théorie de la relativité, hein, tout est relatif. Pour quelqu'un, ça peut être pas si c'est pas pas grave. important, mais pour quelqu'un d'autre, c'est important. Mhm. On a une autre Non, question. Je le sais qu'on est fini, on arrive, mais j'ai eu tellement de questions qui ont paru, on n'a pas eu le temps de les couvrir. Le CA prépare le budget, le présente à l'Assemblée générale de consultation. Dans un budget, le CA peut prévoir un montant de rémunération des administrateurs. Le budget n'est pas soumis au vote. Seule la portion de rémunération des administrateurs doit être votée en Assemblée. Le jeton de présence. ben, là, je sais pas, leur déclaration de copropriété, il faudrait voir qu'est-ce qu'elle prévoit à cet égard-là. Parce OK. qu'habituellement, tu peux pas charcuter le budget, dire vous allez voter sur ce poste-là, mais pas ces autres, là. Le vote est consultatif, c'est-à-dire on consulte les gens. Si que ça a déjà arrivé lorsque des fois on préside des assemblées, que
les gens déchirent leur chemise dans l'Assemblée, ben, les administrateurs peut-être sont pas réélus parce que la présentation du budget est avant le point Oui, d'élection des administrateurs. Donc, le problème se règle au point suivant, là, si les gens ne sont pas réélus administrateurs. Donc, ça peut être une situation qui se produit. Ou s'ils sont réélus, ben, ils sont fortement invités à revisiter le budget qu'ils ont présenté de telle sorte qu'ils le modifient par la suite, puis qu'ils le fassent en fonction des commentaires qu'ils ont eus lors de l'Assemblée. Peut-être tu as peut-être vécu la même chose, Pierre, dans certaines assemblées. Le problème se règle au vote. c'est ça. Ouais. Ouais. Exact. S'ils veulent renverser le budget, ils veulent renverser le conseil parce que c'est lui qui va l'adopter après. Donc, il ne faut C'est ça. jamais oublier que c'est C'est un peu l'adoption. c'est un peu comme un gouvernement, hein. Quand un gouvernement a à tomber, c'est sur le budget. Oui, Quand exact. On a une autre question qui est quand même une question, puis on s'excuse, on a basculé des rôles des administrateurs avec plein de questions, mais les administrateurs font une réunion par mois, prennent des décisions ou non, mais on ne voit jamais ces rapports de réunion. La loi stipule qu'il faut qu'ils soient transmis. Que faire s'ils ne l'envoient pas malgré nos demandes? Je veux juste préciser, puis cher maître, vous me corrigerez, mais c'est que la loi prévoit, c'est s'il y a des décisions qui sont prises, qui Exactement. doivent être communiquées dans les Ouais, 30 jours. c'est parce que je suis d'accord, mais c'est parce que ça fait un petit peu drôle de dire ça fait 12 fois dans l'année qu'on se Ah, rend mais non, compte qu'on c'est n'a ça. rien décidé, là. On n'a rien de. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, là, les Vous avez clients, fait quand ils quoi me la pendant demandent, 12 là, fois? je dis envoyez-les donc votre PV par souci de transparence. Là. Décision, pas décision. Envoyez-les donc. Oui, mais le gestionnaire va te dire, quand il n'y a pas de décision, on ne les envoie pas parce que ça suscite des Ouais. questions. Ben, c'est parce que ce qui est C'est névralgique, pour dire que, hey, on se rend compte, là, on est là, on fait notre travail. Tu sais. ce qui est névralgique, c'est quand il y a des poursuites. Parce que là, on a un clash de règles qui peuvent entrer l'une envers l'autre, là. On a le conseil d'administration se fait poursuivre par un copropriétaire. Bon, puis là, c'est un litige sérieux. Ben, le conseil d'administration peut prétendre, dans certaines circonstances, avoir droit à ce qu'on appelle le privilège relatif au litige, des éléments qui peuvent être protégés. Et là, la délicate question se pose quant à savoir est-ce qu'on le met dans le PV, cet Ouais, élément-là, parce qu'on renonce à la protection que la loi nous accorde. Donc, c'est pas simple. Il y a pas de réponse facile Magique. magique dans un cadre comme celui-là. Il faut vraiment y aller à la pièce, puis jauger, parce que c'est pas nécessairement de mauvaise foi, là. non, Le conseil d'administration bénéficie du droit au privilège relatif au ouais. litige. C'est sûr, ça demeure que le De privé, la hein, il même n'est pas là manière pour que le relater toutes les copropriétaire bénéficie, discussions qu'il mais y le a entre les copropriétaire, administrateurs aussi. Hein. c'est ça, parce que le copropriétaire bénéficie aussi de ce privilège-là, mais lui, il n'a pas l'obligation de fournir de l'information à son conseil d'administration. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut faire face à des questions assez touchées là, qu'il faut analyser de Mais façon. dans la fin de course, un conseil d'administration qui se rencontre, effectivement, madame, pour 12 réunions, je suis d'accord que s'ils n'ont jamais donné de résolution, ben, changer de conseil parce qu'ils ne prennent pas les décisions qu'il faut qu'ils prennent. Premièrement, il y a des contrats à renouveler, que ce soit le concierge, le Exactement. ménage ou quoi que ce soit. Et l'autre chose, c'est que de faire des résolutions, on peut les mettre en extrait du procès verbal, puis on les fournit au copropriétaire. Donc, ça permet au copropriétaire de se manifester dans les 90 jours de son droit de contester une décision du conseil. Et si vous partagez le procès verbal, je me sens obligée de vous dire, soyez très prudent avec l'information parce que la protection des renseignements personnels s'est rendu Ouais. de toute évidence un enjeu important au Hum. niveau des copropriétés dans le partage de l'information. Très bon point, je suis d'accord. Surtout, Ouais. exemple, en CA, ils vont dire telle unité sont en défaut de paiement. Oui. Ben, il faut que tu biffes cette information. Les informations Ouais. nominatives doivent être biffées Permettre parce d'identifier des personnes. Là. ouais. Ben oui, parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui se fait identifier dans un PV, puis après ça,
Moi, j'ai déjà vu ça là, dans des copropriétés. Après ça, il y a des dommages à sa voiture, il subit du harcèlement des copropriétaires. Puis là, ça fait partie de la responsabilité des administrateurs, hein. Ils peuvent se faire dire, ben, à cause que vous avez divulgué des informations personnelles, moi, je me ramasse dans une situation où je subis des dommages sérieux et graves, là. Fait que c'est sûr que quand je dis d'être transparent, il y a une limite à la transparence, là. Il faut quand même envoyer des PV où on prend effectivement des décisions. Je veux relater qu'on discute des choses de la copropriété, mais faut faire très attention à la protection des renseignements personnels. Ça, c'est la nouvelle pierre angulaire de la copropriété, hein. Puis avec les Ah, nouvelles tout à fait. dispositions, là, ça, c'est rendu très, très touché, ça. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoutez, il y avait plein de questions que j'imagine que nos amis Lanceny ou Gabriel vont relayer peut-être pour que nos invités puissent répondre s'il y a des questions. Je vous dis, toutes les questions sont pertinentes. Il y a beaucoup, des fois, des remarques. Fait qu'on apprécie vos commentaires aussi dans le chat, les chers auditeurs et auditrices. Mais cette web radio déjà a dépassé, nous avons dépassé de 6 minutes. Donc, je vous remercie en mon nom. Au nom de Condo Légal et au nom de mes invités ce soir, Maître Ghislain Raymond, toujours un plaisir, Maître Raymond, de vous avoir. Maître Zepiteni, la même chose, merci de votre présence. Merci à vous deux aussi de vous impliquer beaucoup là, avec le RGCQ. On s'est vu au colloque d'ailleurs. Ghislain, vous aviez une conférence. Maître Zepiteni, vous donniez justement un atelier de consultation pour les administrateurs ou copropriétaires. Fait que merci beaucoup de vous impliquer dans la copropriété. Merci, On vous reprendra une prochaine soirée. Ben oui, certainement. On remercie le groupe Vigilance pour sa commandite. Je tiens à le préciser, il faut que vous compreniez que les gens qui sont avec nous, tout le monde est bénévole sur la web radio de Condo Légal. Donc, c'est avec des commanditaires comme le groupe Vigilance, des spécialistes dans la détection d'eau qui sont en poste depuis longtemps qu'on peut alimenter le site de Condo Légal. Donc, merci à l'équipe de Martin Sandrine, une entreprise familiale de père en fille. Donc, merci à vous. La RGCQ, merci beaucoup. Je vous conseille fortement d'aller voir sur le site du RGCQ les coûts pour vous mettre membre. C'est une importance capitale. Vous allez avoir accès à plein d'informations, des revues, etc., etc. Et vous pouvez toujours aller visionner nos web radios qui sont déjà passées. Il y a eu un gros ménage qui a été fait à l'intérieur du site avec Lanceny et vous pouvez revisionner les web radios. C'est toujours intéressant de des fois se remettre en contexte et tout. Donc, on vous remercie beaucoup. Et dans 2 semaines, donc le 10 avril, ça aussi c'est d'actualité, donc la transaction chez le notaire. On sera accompagné d'un gestionnaire de Québec, Guillaume Leblond, de la France Mathieu, et de Maître Marie-Claude Leblanc, qui est de Dunton-Rainville comme notaire. Et sûrement aussi quelqu'un de chez Remax pour joindre le groupe, pour pouvoir vraiment parler de la transaction de la mise en vente, la vente et la suite par le conseil d'administration. Donc, soyez des nôtres le 10 avril. On vous souhaite de joyeuses fêtes pour la Pâques, un très bon congé et merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci Bonne à journée. vous. Bonne soirée à tous. Bonsoir.